Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau Fac aujourd'hui. Le thème, les retraites, un sujet qu'on aborde énormément avec nos clients, qui est un vrai sujet d'actualité aussi, et donc une question, même deux questions qu'on va traiter aujourd'hui, c'est pourquoi et comment sécuriser et préparer sa retraite. D'abord, un petit focus sur comment fonctionnent les retraites. On va dire qu'il y a deux régimes généraux qui existent dans le monde aujourd'hui. Il y a un système par répartition et un système par capitalisation. Et on va essayer de regarder en quelques instants quels sont les grands principes de la répartition et de la capitalisation, sachant qu'en France, on fonctionne sur un système par répartition et je vais y venir. Donc le système par répartition, comment ça marche? C'est un système mutualisé. Donc on va avoir des actifs d'un côté, qui vont payer des cotisations, retraite. Ces cotisations, elles sont de deux natures. Elles sont d'abord une cotisation de base, d'un régime général, qui sont versées par tous les gens qui travaillent. Se verser essentiellement, alors il y a plein de caisses différentes, même pour le régime général, il y a des caisses différentes, mais en général, pour les salariés notamment, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui collecte les cotisations des salariés. Si on reste sur les salariés, ensuite on a le régime complémentaire. Là, on va venir verser, en plus du régime général, d'autres cotisations. Et là, pareil, ça va dépendre de notre activité, si on est salarié, si on est indépendant, si on dépend d'une caisse spécifique, mais restons sur les salariés, on va verser à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Agirc Arrco, qui d'ailleurs c'était deux caisses différentes il y a encore quelques années qui se sont regroupées. Une fois que les actifs ont versé dans ces deux régimes, eh bien ces deux régimes vont reverser eux-mêmes derrière aux retraités. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un régime par répartition, c'est qu'il y a des actifs d'un côté qui vont verser des cotisations. Et ces cotisations ensuite vont être réparties sur l'ensemble des retraités. Alors, à l'opposé, on a un système, donc là on voit bien, juste sur la partie répartition, c'est que les retraités touchent de l'argent des actifs. Donc les actifs ne cotisent pas eux-mêmes pour leur propre retraite, ils cotisent en réalité pour celle des autres, celles qui sont en retraite. Si on va sur le régime par capitalisation, c'est un régime qui fonctionne différemment, qui est un peu plus, on va dire, égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire que les actifs, ils vont cotiser dans ce qu'on appelle des pensions de retraite. Ils vont cotiser eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent de côté régulièrement pour que cet argent leur soit reversé à eux-mêmes, donc on va mettre eux-mêmes, lorsqu'ils sont en retraite. Donc c'est bien leur argent qu'ils ont investi au cours de leur vie qui va leur être reversé sous forme de rente dès lors qu'ils deviennent retraités. Donc on a deux régimes vraiment très différents. Donc le système français, c'est celui-ci, régime par répartition, qui se veut plus solidaire, puisque en réalité, ce sont les actifs qui payent les retraités, c'est mutualisé, ça permet aussi de mettre en place des systèmes du minimum vieillesse, par exemple, donc de permettre à des personnes qui ont des petites retraites d'avoir des retraites un petit peu plus élevées que s'ils avaient été dans ce régime-là. Et puis, deuxième élément, alors après ça c'est à l'appréciation de chacun, mais on a tendance à dire que ce système-là est plus sécurisé puisqu'il est géré par l'État. Là, alors qu'ici, un régime par capitalisation, ce sont des fonds de pension privés, en général, qui vont venir gérer les fonds, et puis voilà, donc il y a des risques de perte, etc. Et dans la mesure où ce n'est pas mutualisé, eh bien, votre niveau de retraite dépend exclusivement de ce que vous avez réussi à mettre de côté, en tout cas vous avez réussi à cotiser pendant que vous travaillez. Donc voilà les deux régimes. Donc du coup là on a vu les régimes existants, donc on est bien nous au système français dans la partie système par répartition. C'était important de faire ce point pour qu'ensuite on aille un petit peu plus sur les chiffres. Donc les chiffres. Il y a quelques chiffres qui sont importants au niveau des retraites et vous avez certainement dû en entendre parler régulièrement parce qu'il y a une réforme importante en 2023, mais les réformes ont déjà commencé il y a un certain temps. Il y a un durcissement globalement des conditions de départ à la retraite. Il y a deux chiffres importants pour comprendre déjà à quel moment je peux partir en retraite. Alors c'est progressif, mais globalement, les gens de ma génération, on partira à la retraite pour l'instant à partir de 64 ans et 172 trimestres, ça fait 43 ans.
Ça, c'est les conditions aujourd'hui de départ pour partir à taux plein, ce qu'on appelle à taux plein, c'est-à-dire avec 100% de ce dont j'ai droit pour partir en retraite. Donc une fois qu'on a dit ça, y a plusieurs chiffres qui sont importants à comprendre. Le premier chiffre qui est très important et qu'on entend assez peu, c'est le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est une valeur exprimée en taux que représente le montant de votre pension de retraite sur le dernier montant que vous avez gagné sur un an. Je gagne 50 000 € par an, j'ai une retraite à 40 000 €, et 40 000 sur 50, ça fait 80%. Le taux de remplacement, dans ce cas-là, c'est 80%. Ça, c'est un taux qui est hyper important parce que ça montre quelle est l'évolution de vos revenus le jour où vous partez en retraite. Le jour où je pars en retraite, combien je vais avoir tous les mois qui vont m'être versés comparé à ce que je gagnais juste avant. Alors, il y a une entité qui s'appelle le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme indépendant, qui est composé de partenaires sociaux, de parlementaires, qui fait des analyses, je crois que c'était créé dans le début des années 2000, qui fait des analyses des retraites, des différentes réformes et qui fait des projections. Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes dans le dernier rapport qui date du mois de juin. C'est le taux de remplacement. On voyait que les générations qui sont nées fin des années 30 ont un taux de remplacement qui est à 79%. Donc ça veut dire, je pars en retraite, c'était l'exemple que j'avais juste avant, je gagnais 50 000, je pars à peu près avec 40 000. Les générations ensuite, on va prendre les années 50, ça a déjà baissé puisqu'on n'était plus qu'à 75%. Donc déjà, progressivement, on voit bien que le niveau des retraites, rapporté au dernier revenu, est en train de baisser. Et ils font des projections pour les générations 70-2000, qui sont assez inquiétantes en fait, et je trouve qu'on n'en parle pas énormément, c'est qu'ils font des projections où le taux de remplacement serait compris entre 60 et 65%. Alors c'est une chute assez forte, et donc la conséquence c'est que j'avais mes 50 000 € tous les ans juste avant de partir en retraite, demain je vais peut-être être autour de 30 000. Donc là j'ai un fossé qui est en train de se créer, c'est les projections, réformes faites, projections de taux de remplacement qui sont à ce niveau-là. Donc c'est une première explication du pourquoi c'est important de préparer sa retraite, parce qu'on va avoir une perte de revenus significative. Deuxième élément très intéressant dans le rapport du COR, c'est le niveau de vie des retraités. Aujourd'hui, le niveau de vie des retraités, alors c'est exprimé sur une base 100%, les retraités sont à peu près à 101,5%. Donc ça veut dire qu'ils sont légèrement dans un niveau de vie qui est légèrement meilleur que le reste de la population. Et c'est pas non plus étonnant, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont généré un petit peu de patrimoine, ils ont un petit peu d'argent de côté, donc c'est pas choquant qu'ils soient un petit peu au-dessus de la population nationale. Les projections, là aussi, elles sont assez dramatiques, c'est que ce taux il va baisser assez fort. Alors je reprends mes notes parce que je ne l'ai plus en tête, c'est entre 80 et 90%. Et là, pareil, chamboulement assez fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être en retraite, c'est globalement mieux, on vit mieux qu'en étant actif, et demain, ce sera l'inverse. En tout cas, c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire que demain, il vaut mieux rester actif, il vaut mieux continuer à travailler que de partir en retraite, puisqu'on va avoir globalement, alors c'est un chiffre général, il y aura des cas particuliers, mais globalement, je vais perdre mon niveau de vie quand je vais partir en retraite. Et en fait, c'est assez lié à ce chiffre-là. C'est évident que si je perds 40% de mes revenus, et que je ne l'ai pas préparé, globalement, je vais me retrouver dans une situation financière, en plus avec l'allongement de la durée de la vie, qui va faire que je vais consommer plus, et donc je vais avoir un niveau de vie qui va baisser. Donc voilà les deux éléments que je voulais vous présenter pour vous montrer et commencer à répondre et commencer à expliquer le pourquoi c'est important de préparer sa retraite, parce que si je fais rien, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir un niveau de revenu qui va baisser drastiquement, et globalement, je vais me retrouver dans un niveau de vie qui sera inférieur à ceux des actifs. Donc, maître mot, on l'a vu, anticipation, et on va regarder désormais comment préparer sa retraite. Alors, on ne va pas tout regarder, on va essayer de rester assez général, mais globalement, ce qu'on va faire pour préparer sa retraite, on l'a vu tout à l'heure, il y a deux régimes de retraite possibles, la répartition, la capitalisation. Ce qu'on va essayer de faire pour préparer au mieux sa retraite, c'est d'ajouter une petite dose de capitalisation dans ce qu'on fait.
Alors la capitalisation, comme on fait, c'est préparer soi-même, pour le coup, sa retraite. Et on va regarder deux leviers sécurisés pour préparer sa retraite. Je dis sécurisés parce qu'on ne va pas aller regarder des supports d'investissement qui sont risqués, les cryptos, le capital investissement, des sujets qui peuvent être un peu plus risqués, les startups, etc. On va vraiment rester sur je veux sécuriser au maximum mon capital pour préparer ma retraite. Il y a deux grands, on va dire, axes pour capitaliser. Il y a tout ce qui va être épargne financière. Je vais mettre de côté de l'argent tous les mois et on va regarder ce que ça donne et quelles sont les possibilités. Et puis il y a, c'est un peu mon métier aujourd'hui, l'investissement IMO. Et on va regarder un petit peu les deux, comment ça se traduit, avantages, inconvénients. L'épargne financière d'abord, et je l'ai dit, on reste sur des supports sécurisés, donc on peut même trouver ce qu'on appelle des supports garantis. Par exemple, en assurance vie, on a des choses qui s'appellent les fonds euros. Les fonds euros, derrière, c'est l'assureur chez qui vous mettez votre argent qui va aller acheter de la dette d'État, essentiellement de la dette française, et qui va vous garantir un taux. Aujourd'hui, on a des choses autour de 2,50 en termes de rendement. Deuxième sujet sur l'épargne financière, c'est son accessibilité. On va le voir par rapport à l'investissement IMO. L'épargne financière, c'est très accessible. Vous pouvez démarrer avec quelques euros par mois, etc. Je mets 50 € et je commence à me constituer un portefeuille, une épargne financière. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est accessible à tous. Autre sujet qu'on va venir regarder ici, c'est la fiscalité. On a des enveloppes intéressantes pour préparer sa retraite. Alors il y en a une qui est très évidente qui s'appelle le plan épargne retraite, le PER, qui, comme son nom l'indique, sert à préparer la retraite. On y reviendra peut-être dans un autre fac-fac, ça mériterait qu'on y passe du temps pour bien comprendre le fonctionnement, mais globalement, le PER, c'est je mets de l'argent régulièrement et j'attends ma retraite pour le toucher. C'est un placement qu'on va dire tunnel, on le laisse travailler dans le temps, et sauf quelques cas particuliers, je n'ai pas le droit de retirer mon argent avant la retraite. Mais on a d'autres enveloppes très intéressantes, le plan épargne en action, PEA, qui a une déclinaison aussi en PME pour les plus petites sociétés, et puis l'assurance vie, j'en ai parlé un tout petit peu, mais voilà. On a plusieurs enveloppes qui nous permettent d'investir tout en bénéficiant d'une fiscalité intéressante. Voilà les trois principaux, puis il y en a une quand même dernière, c'est la disponibilité du capital. Alors modulo le PER, je viens de le dire, qui est plutôt un effet tunnel. On a globalement, sur des placements comme ceux-là, support garanti, etc., une disponibilité du capital qui est plutôt rapide. Donc ça, c'est intéressant. Je place mon argent, mais j'ai aussi des moyens de le récupérer. Principe épargne financière, et on l'a dit, sur un modèle, on va dire, sécurisé. Investissement IMO, quelques différences par rapport à l'épargne financière. Il y a un élément très différent, c'est que ici, vous allez générer un rendement, mais globalement, l'argent que vous mettez, en tant que tel, ne va pas prendre de valeur. On va vous servir un rendement par rapport à l'argent que vous avez mis. Mais la base ne prendra pas de valeur, ne va pas grandir. Ici, c'est assez différent. L'investissement IMO, on va vous servir un loyer, donc c'est l'équivalent de ce fameux rendement ici. Donc là, vous allez quand même recevoir, en contrepartie d'un bail, de mise à disposition d'un logement, un rendement, mais en plus de ça, le logement lui-même va prendre de la valeur dans le temps. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est assez différent pour le coup par rapport à la partie financière. On a une prise de valeur, en plus du rendement. Autre sujet, qu'on n'aura pas ici non plus, c'est qu'ici, on peut faire un effet de levier bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un placement, enfin j'ai une somme d'argent. Je vais pouvoir aller voir la banque pour lui dire j'ai une somme d'argent, je vais investir, prêtez-moi à côté pour que je puisse investir davantage. C'est possible ici, c'est très compliqué ici. Ça l'a été il y a longtemps, mais aujourd'hui c'est très compliqué d'aller voir une banque en lui disant je veux investir en assurance vie, merci de me prêter. Ici, vous achetez un appartement, la banque pour le coup elle a une garantie en face, elle a un bien, donc elle est capable de vous prêter. Alors ça dépend évidemment de votre niveau d'endettement notamment, mais vous allez pouvoir faire un effet de levier, c'est-à-dire que pour une somme X, vous allez pouvoir peut-être investir 2 fois plus. Donc ça va venir dupliquer quoi? La prise de valeur, mais aussi le rendement.
Donc ça, très intéressant. Autre point, là je dirais, on va rentrer dans les points qui sont plus négatifs par rapport à la partie financière, c'est la disponibilité. Disponibilité, on va dire plutôt minimum 3 mois. Voilà. Donc, et c'est un minimum parce que je dirais, quand votre bien est bien choisi, et on est là-dedans, hein, on est dans une version sécurisée, vous êtes dans un marché qui est efficient, vous allez réussir à vendre votre bien rapidement, mais il y a des endroits où vous allez mettre plus de temps. Donc ça, c'est un élément différent de celui-ci. Sur la partie fiscalité, on l'a vu aussi dans un autre fac, hein, le 2, on a des moyens d'avoir une fiscalité avantageuse sur les revenus et sur la plus-value. On l'a vu, hein, les revenus, on est capable d'aller chercher avec du meublé par exemple, des revenus qui sont non fiscalisés, et puis sur la plus-value, on a vu aussi que plus on attendait, on avait un système d'abattement, etc., qui faisait que la plus-value, on pouvait en être exonéré à partir d'une certaine durée. Donc voilà les deux grands éléments que je voulais vous montrer. D'un côté, l'épargne financière, qui a son propre fonctionnement, ses atouts, ses contraintes, et ici l'investissement IMO qui permet globalement d'investir plus, mais qui a aussi quelques contraintes. Donc on a vu les deux principaux leviers qu'on a pour créer de la capitalisation avant sa retraite et venir compléter sa retraite avec soit d'un côté un investissement immobilier qui se sera payé globalement en une vingtaine d'années, ou de l'autre côté, j'ai une épargne financière que j'ai constituée de manière régulière et qui vient m'apporter une capitale au moment de ma retraite, que je peux soit d'ailleurs libérer en capital, soit on a aussi des schémas où on peut libérer en rente. C'est-à-dire qu'on va libérer tous les mois un petit peu d'argent. Dernier focus sur la performance, pour essayer de comparer un petit peu ce qui se passe sur une performance IMO et ce qui se passe sur une performance financière. Et là, je vais faire des courbes, en fait, pour vous montrer. Là, on a la courbe de temps. Et là, on a la courbe de prise de valeur. Donc, mettons que je me mets à 100 euros, 200 euros, 300 euros. On va parler peut-être en milliers d'euros parce qu'on va mélanger l'IMO et du financier. Mais globalement, qu'est-ce qui va se passer? Je me mets en investissement financier, épargne financière. Que va faire mon placement? Je mets 100 000 euros au départ. Alors, c'est des sommes importantes, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Mon investissement, il va grandir comme ça progressivement. Alors, c'est pas tout à fait une droite, ça va être une légère courbe. Pourquoi? Parce que tous les mois, tous les ans, je vais toucher un rendement. Ce rendement, je vais partir du principe que je vais le laisser dans le placement. Si je le laisse dans le placement, il va se passer ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que les intérêts vont eux-mêmes générer des intérêts et donc ça ne va pas faire une droite, ça va être un petit peu exponentiel comme ça. Et donc ça, c'est, je dirais, la courbe d'un placement financier dans le temps. Je me mets ici, j'ai 35 ans. Et je me mets ici, j'ai, on l'a vu tout à l'heure, 64 ans, je pars en retraite. Qu'est-ce qui va se passer pour un investissement immobilier? La courbe va être un petit peu différente. D'abord, un investissement immobilier, vous avez des frais. Que ce soit les frais d'agence immobilière, les frais de notaire, le mobilier qu'il faut acheter si vous êtes en meublé, etc. Donc au départ, vous allez avoir une perte de valeur. Donc ça va faire ça. Et puis rapidement, ça va remonter et ça va venir croiser à un moment donné la courbe de placement financier. Pourquoi? Ici, on l'a dit tout à l'heure, j'ai une prise de valeur intrinsèque. Donc j'ai un rendement, mais j'ai aussi une prise de valeur du bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La performance, plus j'attends longtemps, plus la performance va partir en exponentielle pour le coup, et l'exponentielle va être plus forte que la partie financière, puisque j'ai aussi, en plus du rendement qui va évoluer à la hausse, j'ai une prise de valeur. Et puis j'ai un autre élément, hein, c'est que l'investissement ici va être beaucoup plus gros. Rappelez-vous, j'ai parlé d'effet de levier. Donc je vais peut-être investir 2 fois plus, voire 3 fois plus que si j'avais investi en financier. Et ce qu'on voit, et moi j'ai un fichier là-dessus, et j'en avais déjà parlé dans le premier fac, c'est qu'on a un croisement des courbes aujourd'hui, compte tenu des taux d'intérêt, etc., qui est à plus 9 ans par rapport au départ de l'investissement. Donc à plus 9 ans, ici, croisement des courbes. Et je dirais, il y a encore quelques années, il y a même encore 1 an ou 2, c'était beaucoup plus rapide que ça, parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus faibles. Hein, donc le croisement, il opérait plutôt à la 5e année. Donc qu'est-ce qui se passe en termes de performance? Là, je suis vraiment sur une analyse uniquement de la performance.
Et il y a plein de paramètres, mais globalement, je vais avoir une meilleure performance au-delà de la 9e année si j'investis dans l'immobilier. Donc l'idée, c'est de dire, bah, je prépare ma retraite, c'est un temps long, j'ai plutôt intérêt, quand je peux, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pas accessible à tout le monde non plus, à investir dans l'immobilier, parce qu'à terme, quand je vais partir en retraite, j'aurai une performance qui sera supérieure. On reste vraiment sur la logique de performance. Évidemment, il y a plus de contraintes que dans la finance, etc. L'objectif, c'est simplement de vous montrer ici la performance. Et donc, on voit bien que, si on reste là-dessus, plutôt IMO, mais bon, on a vu qu'il y avait des contraintes. Hein, accessibilité, la liquidité qui n'est pas automatique, enfin, qui n'est pas rapide, ça dépend où on est. Donc, globalement, évidemment, c'est le panachage qui est le plus intelligent et qui est le plus sécure pour vous. Hein. Donc, l'idée, simplement, ici, était de vous montrer les différences de performance et ce qu'on voit, voilà, c'est qu'on arrive à une performance qui est un peu plus élevée pour la partie immobilière. Voilà, donc conclusion de cet épisode sur les retraites. On a vu un peu le fonctionnement des retraites, la France système par répartition qui se veut plus solidaire, avec un durcissement des conditions liées notamment à l'allongement de la durée de la vie, hein, pour que le modèle reste équilibré, vu que ce sont les actifs qui payent pour les retraités, il faut durcir un petit peu les conditions. Derrière, on a regardé un petit peu quelles étaient les possibilités pour préparer au mieux sa retraite, épargne financière, investissement IMO, des deux éléments, on va dire, sécurisés, dans lesquels le capital peut être garanti dans un cas et peut être très sécurisé dans l'autre quand on le choisit bien. Et on a vu en conclusion les niveaux de performance attendus d'un investissement financier, d'un investissement immobilier pour bien se rendre compte un petit peu des caractéristiques propres à chacun et quels impacts cela peut avoir sur la performance. Donc voilà, globalement l'important c'est de préparer sa retraite. Hein. Les premiers éléments de cette vidéo c'était vraiment de vous expliquer pourquoi c'était important. Et on voit bien, hein, baisse des niveaux de pension, baisse du niveau de vie des retraités. Donc il faut anticiper le plus tôt possible, même avant 30 ans. Plus on prépare tôt, plus on est prêt dans 30, 40, 45 ans plus tard pour partir en retraite dans de bonnes conditions. Merci d'avoir suivi cet épisode et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fac-Fac. Je peux dire, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo en une seule prise.